Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve celui qui nous met le feu. Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Original. Bonjour Gauthier, comment ça va ? Ça va très bien Romain, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus que n'importe quel autre jour, je suis un véritable petit aventurier du bus perdu. Et nous sommes aussi avec notre Monsieur News, Magic Andou. Ça va Andou ? Ouais, carrément. Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Moi, je pensais que tu allais être chauffeur de bus, mais je trouve que pyromane, ça doit vachement mieux. J'ai pas dit pyromane, j'ai dit c'est celui qui nous met le feu. Attention. Firestarter. Alors pourquoi on dit ça ? Eh bien, tout simplement parce que cette semaine, on va parler de The Lost Bus, Au cœur des flammes, qui est un film de Paul Greengrass avec Matthew McConaughey en chauffeur de bus qui doit survivre à un incendie qui a vraiment eu lieu. En l'occurrence. Voilà, ce sera notre gros plan cette semaine. Ensuite, Gauthier, on va te retrouver pour ta chronique Les pieds dans le plat. Et c'est quoi le sujet ? De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Ouais, je vais faire un gros mea culpa parce qu'il faut savoir dire les vrais trucs. Et il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'avais vu K-Pop Demon Hunter et j'avais complètement passé ça. J'avais écarté ça d'un revers de la main hyper vite. Et il s'est passé un truc avec mon fils qui fait que j'ai dû le revoir. Et j'ai fait un 180 complet sur mon opinion sur K-Pop Demon Hunter. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ça marche et on se fera ensuite l'agenda. Ce sera la watchlist de Menro avec une sélection des sorties qui m'auront interpellé cette semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber. Évidemment, c'est les news avec Andou. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Originals, c'est quoi ? C'est un podcast disponible sur toutes les plateformes de podcast. C'est quand même assez génial. Et si vous aimez Originals, si vous nous aimez à nous aussi un petit peu, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez chaque épisode, chaque post, un peu partout. Envoyez-nous des lettres par la poste même, on s'en fout quoi. Juste faites des retours. On a besoin de vous et merci aux commentaires qu'on a reçus. Voilà. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça j'aime bien. Andou, ça vient de tomber ? Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber ? Ça tombe sur Prime et on parle de l'acteur français François Civil. Oh. Oui, alors qu'est-ce qu'il devient ? En fait, il va jouer dans une mini-série britannique intitulée Tales of Two Cities. Donc, alors ça, déjà, c'est un scoop quand même, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez son accent marseillais dans Bac Nord. Là, du coup, on s'attend à ce qu'il parle plutôt anglais. Donc, Attends, j'ai complètement perdu le fil. Il y avait François Civil dans Bac Nord. Ah, mais oui. Mais complètement. Pardon. Décoloré, Oui. décoloré, ouais. Ouais, parce que décoloré j'étais avec resté sur Karim Leclou, mais oui, il y a aussi François Civil. Décoloré complètement débile. entièrement parce que dans la série sur Netflix, il est décoloré qu'à moitié du... Eh oui, et il est déjà avec Adèle Exarchopoulos. Tout à fait, oui, ça a déjà commencé, ouais. Ça y est. Et oui. Tales of Two Cities, c'est quoi ? C'est une adaptation du roman de Charles Dickens, publié en 1959. C'est une histoire d'espionnage et de triangle amoureux sur fond de Révolution française. Donc, qui dit triangle ? Ah ouais, c'est en costume. Eh oui, c'est encore un costume. Série événement. Donc, qui dit triangle dit trois sommets. Donc, qui sont les deux autres sommets ? Il s'agit, le deuxième, c'est Kit Harington. Oh. Donc, il va retrouver Jon Snow. En gros, c'est D'Artagnan contre Jon Snow. C'est ça que tu veux dire. Complètement. Ouais, et ça, c'est quand même la classe. Bien. C'est quand même la classe. Et Mirren Mac, qu'on a vu notamment dans Sex Education. Ok. Voilà, donc le tournage devrait commencer cet automne. Et donc c'est composé de 4 épisodes et ce sera diffusé en 2026 dans un premier temps sur la BBC et en France par Prime Video. Par Prime Vidéo à Voilà. l'international. Moi, j'aime bien que tu aies commencé ta news par qu'est-ce qui devient François Civil. C'est pas comme si on l'avait Ouais, c'est totalement vrai, perdu de vue. Non, mais en plus, j'ai cru que tu allais nous faire un truc un peu people, genre il vient de devenir papa. Ouais. Ouais, non, on va pas se relever sur cette vague-là, mais c'est vrai que de ce côté-là, on sait pas mal de choses sur lui. Non, si tu avais commencé par qu'est-ce qui devient Kurt Russell, là, j'aurais dit ok, c'est un peu légitime, effectivement, mais qu'est-ce qui devient François Civil ? On a On des se doute. retours Voilà. fréquents. Il a pas complètement disparu encore. Voilà. Andou, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors déjà, on ne doit pas prononcer son nom. Et surtout, parce que quand on prononce son nom, ça crée une révolution dans la fanbase d'Harry Potter. Alors ça se passe sur HBO Max. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe sur HBO Max ? Alors, on a encore des nouvelles du casting de la prochaine série.
Donc déjà, il faut rappeler, peut-être pour celles et ceux qui ne le savent pas, HBO Max a prévu de faire une série télé de 7 saisons pour couvrir les 7 livres Harry Potter, donc une nouvelle adaptation après les 8 films. Exactement. Donc on connaissait déjà pas mal d'acteurs, notamment pour jouer Dumbledore, Hagrid, Professeur McGonagall, Molly Weasley, Ron Weasley, Hermione, Harry Potter, on connaissait tout le monde. Mais on ne connaissait pas encore l'identité de celui qui va jouer, celui qu'il ne faut pas penser son nom. D'accord ? Ah oui. Et, oui. Et donc maintenant, il y a une rumeur qui circule. Est-ce que ça commence par vol et ça finit par 2 morts ? Ouais, c'est à peu près ça. C'est une énigme, c'est Tom Riddle. Exactement, Tom Riddle. Et donc, une rumeur est en train de faire beaucoup parler d'elle, c'est que apparemment Warner et HBO auditionnent à la fois un homme et à la fois une femme pour jouer le rôle de Voldemort. D'accord. Et ça retourne le cerveau des fans, sachant qu'ils étaient déjà complètement en PLS quand ils ont appris qu'un acteur noir allait jouer Severus Rogue. Donc, oui, ça c'est toujours même je crois que même J.K. Rowling ça avait été sorti un petit peu tambour battant sur les réseaux en menaçant de retirer les droits à HBO et tout ça. Enfin, ça allait loin. Oui, voilà. Donc, forcément, là, la nouvelle ne fait pas trop plaisir, surtout qu'il y a un nom qui commence à circuler un peu plus. Et il s'agit d'une autre sorcière, d'ailleurs. C'est Cynthia Erivo. Ah oui. Qui a fait une sorcière dans Wicked. Ah oui, c'est la sorcière de l'Ouest. Exactement, okay. C'est la sorcière rivale. Et donc voilà, elle a déjà l'habitude de manier la baguette magique, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a un petit peu d'avance parmi les autres casters, quoi. Donc il faut se tenir au courant et voir si c'est une rumeur ou si ça va être confirmé par HBO. Exactement. Et du coup, ça vient de tomber, et cette fois-ci, ça tombe sur Netflix, et ça rejoint un petit peu ton sujet de tout à l'heure, parce qu'on va parler animation. Ouais. D'accord. Donc on va parler Demon Slayer. Alors Demon Slayer, donc la forteresse infinie qui a explosé le box-office au mois de septembre dernier, engrangeant pas moins de 556 millions de dollars au niveau mondial. Plus maintenant. Beaucoup plus. Plus 605 millions. On en est à 605 millions ce week-end. C'est incroyable. Juste pour recadrer, Demon Slayer, à la base, c'est un manga, donc une bande dessinée en noir et blanc, etc., etc. Exactement. Ça a eu tellement de succès au Japon qu'ils en ont fait une série d'animation en dessin animé, ce qu'on appelle un animé, et ils sont allés encore plus loin, et ils en ont fait des aventures inédites, exclusives au cinéma. Et c'est ces films-là qui sont donc un raz-de-marée au Japon. C'est ça que tu disais, Andou. Exactement. Donc, pour l'histoire, Demon Slayer, ça raconte donc l'histoire de Tanjiro Kamado, qui cherche à sauver sa sœur transformée en démon tout en combattant diverses menaces démoniaques. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce film ? Netflix a acheté les droits. Voilà. Ils envisagent de faire un film live-action adapté du manga. D'accord. Comme ils avaient déjà fait Le Maître de l'Air ou One Piece ou ces trucs-là, en fait, c'est ça. Ouais, ou Cowboy Bebop aussi. Ou Cowboy Bebop, qu'on oublie. Qu'on a oublié. Qu'on oublie régulièrement. Pourquoi ? Okay. Alors, je précise quand même que ces films, s'il y a des gens qui sont derrière leurs enceintes à rien comprendre à ce qu'on raconte, ces films qui sortent au cinéma, si vous êtes complètement passé à côté, c'est qu'il y a une communauté de fans qui suit Demon Slayer, mais qui suit tout. C'est-à-dire que c'est des complétistes, ils suivent les mangas, ils suivent les séries, ils suivent les films. Et en fait, moi, j'ai vu un des films long métrage. J'ai pas vu celui-là dont on parle. J'avais vu le précédent qui était sorti en 2020. Et en fait, ce qui est très déroutant, c'est que si on ne suit pas tout, on comprend absolument rien à ce qui se passe. C'est un épisode. Enfin, ces épisodes cinématographiques, ils partent du postulat que vous faites partie des fans et que vous avez tout suivi, quoi. Donc on a déjà les interactions entre les personnages, les relations et ce genre de choses. Et ouais, c'est ça. Moi, pour la première fois, je me suis retrouvé devant un film où je me disais, je comprends rien à ce qui se passe, quoi. Ok. Voilà, ce sera tout pour les news du jour. Ce sera tout pour les news. Merci beaucoup, Andou. Je te propose, comme à Gauthier d'ailleurs, de passer tout de suite à la suite de notre émission. C'est le moment du gros plan. Et donc cette semaine, on parle de The Lost Bus, ou en français Au cœur des flammes, donc un film de survie réalisé par Paul Greengrass avec Matthew McConaughey et America Ferrara. Ici 963, je peux y aller. C'est qu'un peu de broussailles, d'accord ? Allez, venez tous par ici. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie. Kevin. Les enfants, voici notre chauffeur de bus, Kevin. Je suis pas certain que vous compreniez l'urgence de la situation. Avancez un par un, doucement et en silence. C'est presque fini. On devrait y être d'ici 10 minutes. Il y a un équipement de sécurité dans ce bus ?
Oui, il y a ça. Alors décidément, on y revient parce que le scénario, il est coécrit par Paul Greengrass, le réalisateur du film, mais aussi par Brad Inglesby. Et c'est qui Brad Inglesby ? Mais c'est le monsieur qui est déjà derrière Task, dont on a parlé il y a quelques Mare of semaines. Easttown, d'accord. ouais, tout à fait. Voilà, et Je donc comprends mieux le personnage du coup. il est tourmenté. Et il a encore un peu C'est un surécrit, oignon, non il est très surécrit. Il y a plein de couches, Alors que juste son permis de conduire, ça aurait suffi pour compléter la Absolument, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Donc, c'est disponible sur Apple TV+. Déjà, c'est un film de 2 heures et quelques. C'est inspiré d'un livre qui s'appelle Paradise, One Town Struggle to Survive an America Wildfire, pardon. Derrière mon superbe anglais. C'est quoi ? C'est un livre qui revient sur les tragiques événements en 2018 en Californie de Camp Fire. C'est un des plus gros incendies, l'un des plus meurtriers, l'un des plus destructeurs qu'il y ait eu, qui a ravagé une ville entière avec, je crois que c'est 85 000 personnes déplacées. Enfin, c'est vraiment colossal. Et donc, le scénario, c'est quoi ? C'est qu'un chauffeur de bus scolaire qui s'appelle Kevin McKay, donc qui est joué par Matthew McConaughey, et une enseignante qui s'appelle Mary Ludwig, et qui se retrouve à devoir faire évacuer 22 gamins au milieu de la fournaise, alors que justement un incendie gigantesque et l'un des plus meurtriers ravage toute la zone autour d'eux. Au fur et à mesure, la situation s'aggrave et le feu progresse rapidement, les moyens de communication tombent en panne, les voies d'évacuation se ferment et le bus lui-même est pris au piège. Donc le film, qu'est-ce qu'il fait ? Il interroge sur la lutte, évidemment, de survie des gens qui sont pris dans l'incendie, mais aussi sur la résilience et la responsabilité que portent des adultes face à des enfants apeurés. Et en parallèle, on voit évidemment comment les services de pompiers, de police et de secours essaient de combattre cette catastrophe naturelle. Moi, j'ai envie de vous poser une question déjà, en une phrase, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Gauthier ? Tu nous avais déjà annoncé l'arrivée du film dans l'agenda des sorties il y a une semaine ou deux. Tout à fait. Et quand j'avais entendu le nom de Paul Greengrass, j'avais fait « Ah, super, j'adore les films de Paul Greengrass ». Tu peux nous redire un peu c'est qui Paul Greengrass ? Justement, c'est quelqu'un qui a éclaté au grand jour avec un film qui n'était pas son premier, mais qui était quand même une belle réussite, qui s'appelait Bloody Sunday, qui revenait sur les événements des événements tragiques de ce jour d'Irlande où la police a foncé sur des manifestants pacifiques au début des années 70. Et c'était un film qui avait eu le Hitchcock d'or au festival britannique, enfin au festival de Dinah, festival du film britannique. Et ça nous a fait découvrir Paul Greengrass qui par la suite s'est beaucoup illustré dans la saga La mémoire dans la peau. Il a juste pas fait le premier volet, je crois. Il a fait les quatre suivants. Enfin, il a pas fait non plus le spin-off avec Jeremy Renner. Mais bon, et il a fait un film, moi, que je trouve vraiment hyper radical, qu'il a à la fois réalisé, écrit et produit, qui s'appelle Vol 93. Et Vol 93, ça revenait sur ce qui s'est passé dans l'unique avion du 11 septembre qui n'a pas atteint sa cible. Je crois que sa cible était le Pentagone de mémoire. Oui, non, le Pentagone, sa cible était la Maison Blanche. Le Pentagone s'est pris un avion. Et donc il y a eu une mutinerie au fait à bord, et grâce à la boîte noire, ils ont pu reconstituer les événements précisément de ce qui s'était passé à bord. Et donc c'est les minutes qui séparent le décollage de ce vol jusqu'à son crash en Pennsylvanie. Et c'est très radical parce que c'est très Paul Greengrass de faire un film sur des gens qui réagissent bien dans une situation de stress extrême, et en même temps c'est tragique parce que tu sais que ça finit mal. Tu sais où ça va nécessairement. Et depuis 3 films, Paul Greengrass s'est tourné vers les plateformes. Il avait fait un film qui s'appelle 22 juillet, qui revenait sur les événements d'Utoya en Nord du Nord. En Norvège, c'est ça, et qui avait eu lieu en juillet 2011. Un massacre affreux. Et ensuite, il avait fait un film avec Tom Hanks, dont j'ai un peu oublié le nom. Un western, je crois. Un western, tout à fait. Et c'est marrant, en revenant sur sa filmographie pour préparer l'émission, je m'étais dit « Ah mais oui, il y avait ce western avec Tom Hanks ». Je l'avais complètement oublié, alors que quand je l'avais vu, je me souviens de m'être dit que c'était quand même un assez beau film. Donc si je résume un petit peu, Paul Greengrass, c'est quelqu'un qui va reprendre des histoires réelles pour en faire des films d'action haletant,
et qui s'est spécialisé aussi dans les thrillers d'espionnage, de films vraiment d'action et ce genre de choses. Il avait fait Green Zone aussi, Voilà, c'est ça, Green pour Zone la partie historique qui reprenait justement qui parlait des soupçons de Saddam Hussein qui avait construit des armes de destruction massive en Irak. Ouais, et Green Zone, tu fais très bien de le dire, c'est vraiment peut-être le point culminant de sa carrière, puisque c'est là qu'il était le plus connu, je pense aussi. C'est à la fois un film où il revient sur des événements réels et où il prend quelqu'un de très compétent qui gère un stress colossal, et c'est aussi un truc d'espionnage à Jason Bourne, d'autant plus qu'il y a Matt Damon dans le premier rôle. Donc il réunit un petit peu ces deux... Voilà, s'il y a un grand film de Paul Greengrass à voir pour résumer sa carrière, Green Zone n'est pas un mauvais choix. Ouais. Alors du coup, ce film-là... The Lost Bus, le bus perdu, si on devait traduire exactement, ça a été traduit au cœur des flammes. Oui, et on comprend pourquoi, parce que le bus perdu, c'est pas un très très bon titre. On dirait un très mauvais Indiana Jones. Les aventures du bus perdu. Ouais. Alors, j'avoue que c'est des aventures quand même assez... moi, j'ai trouvé ça particulièrement efficace dans les scènes d'action, d'être la caméra virevoltante au cœur de l'incendie, ça va dans tous les sens. C'est hyper prenant. Moi, j'ai vraiment été pris physiquement par une sorte de tension nerveuse, de stress dans les scènes qui étaient destinées à faire ressentir ça. J'ai trouvé ça vraiment efficace. Déjà, en fait, il faut savoir que Paul Greengrass, c'est un petit peu sa patte visuelle. C'est qu'en fait, il est aussi très connu pour masteriser le plan, la caméra à l'épaule. On le voit dans tous ses films, c'est à la fois c'est des mouvements de caméra qui sont à la fois donc très immersifs, mais à la fois très maîtrisés. Donc les actions sont quand même lisibles. Et du coup, je trouve que le film est très efficace sur le côté action, sur le côté... On sent vraiment la chaleur, on sent vraiment qu'ils sont en panique. Et ce que j'adore dans le film, d'ailleurs, c'est un petit peu le contraste entre quand on est vraiment au cœur des flammes et des fois quand on sort et quand on est en dehors des flammes avec notamment l'équipe... L'éclairage. Avec l'équipe des pompiers qui essaient de s'organiser, qui sont... Alors, je trouve ça merveilleux comment ils restent calmes malgré la situation, alors qu'ils voient que tout est en train de brûler, mais le chef des pompiers, le chef de l'équipe, il a un flegme et il est tellement il est tellement en contrôle. Et voilà, et donc déjà il y a aussi ça, le contraste de luminosité aussi entre quand on est dedans où on a l'impression qu'on est dans des enfers, dans des ténèbres pas possibles avec les flammes, et juste à côté, voilà. Ça bosse aussi, la boss de Matthew McConaughey. Et la boss aussi, incroyable. Qui est la nana qui gère tous les bus scolaires de genre du comté. Elle est incroyable. Ouais, ce rôle-là qu'on appelle ça quand on est à la tour de contrôle d'un aéroport, mais sauf que là c'est à l'échelle de tous les circuits de bus scolaires, et là tout d'un coup elle est sur le trafic. Il y a ce drame qui arrive et comment il faut garder son sang-froid. Ouais, absolument. Moi, il y a quelque chose qui me touche dans cette reconstitution, c'est que en fait, c'est des événements qui se passent en novembre 2018. Et si on essaye de se rappeler de novembre 2018, au fait, t'as l'impression que c'était mardi dernier, quoi. Enfin, novembre 2018, pour mémoire, Trump est déjà président des États-Unis. Oui. Et d'ailleurs, sa gestion de cet événement avait été absolument épouvantable. Enfin bon. Et moi, je m'en souviens hyper bien de novembre 2018 parce que mon premier petit garçon venait de naître, donc j'avais passé un mois chez moi à biberonner. Menro et moi, on travaillait déjà ensemble parce qu'on était sur le récapciné, donc c'était ce fameux mois où j'étais pas là. Voilà, donc les événements arrivent à ce moment-là. C'est des événements très récents. Ça me fait d'autant plus marrer que ce week-end, le week-end dernier, j'étais en Bourgogne pour présenter un film qui va sortir bientôt, qui s'appelle Le Dossier 137 de Dominique Moll, qui revient sur la crise des Gilets jaunes qui a commencé en décembre 2018, donc vraiment le mois suivant. Donc je me suis cette semaine complètement immergé dans cette toute petite période-là. Et je me disais, d'ailleurs, en regardant le film, que si j'avais été un des enfants du bus à me dire, attends, on est dans une fournaise, dans un bus scolaire, mon président c'est Donald Trump et mon chauffeur c'est Matthew McConaughey, je me serais dit, crise de panique, sortez-moi de là. Et c'est marrant parce que t'en parlais hyper bien de cette fournaise où d'ailleurs il y a une sorte de dichotomie entre le fait que quand on est dans la fournaise on a l'impression qu'il fait nuit, oui. Évidemment parce qu'il y a tellement de fumée qu'on voit pas à 10 mètres quoi. Et dès qu'on sort de la fournaise et qu'on voit des scènes avec les pompiers qui s'organisent et tout ça, c'est la Californie.
Oui, c'est la Californie, tout ça se passe de jour, c'est très ensoleillé et tout. Donc il y a quelque chose de très troublant. Toutes ces scènes où Paul Greengrass met sa caméra au cœur de la fournaise et survole un petit peu la forêt où avec le vent, on entend le vent, tout ça se répand à vitesse grand V. C'est vraiment d'une très grande maestria. Hein. Il utilise aussi le POV pour simuler le point de vue, la caméra point de vue pour simuler se mettre à la place du feu qui avance très vite. Flammes. Ça aussi, je trouve ça très bien vu. C'est un truc qu'on voyait plus dans les films d'horreur. C'est comme ça que le mal arrive dans le mal Evil Dead. arrive, et que là, quand tu vois le feu qui se répand en POV, je trouvais ça très efficace, qui arrive sur les gens qui sont coincés. Alors après ça, est-ce qu'on peut dire que en termes, moi, ce qui m'a un petit défaut du film, c'est comment on psychologise les personnages. On sent bien, on le disait en préambule là, que c'est Brad, comment il s'appelle, Brad Inglesby, qui scénarise ça. Et on parlait déjà de lui l'autre jour parce qu'on trouvait qu'il surécrivait un petit peu trop ses personnages. Et là, il se trouve qu'on passe la première heure du film, c'est un film qui dure un tout petit peu plus de 2 heures. On passe presque toute la première heure du film avec Matthew McConaughey pour nous dire que c'est donc un chauffeur de bus qui n'a pas une thune, qui a été obligé de revenir dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère malade suite à la mort de son père qui était atteint d'un cancer. Il doit faire piquer son chien et ce week-end-là, il se trouve qu'il doit s'occuper de son fils parce qu'il est divorcé d'un premier mariage. Il a un adolescent qui le déteste et qui est malade en plus. Qui est malade, hein. Pas de bol. Tu te dis, ça sent la barque chargée, hein, tout ça un petit peu. Mais il essaie d'avoir des heures sup, mais il n'y arrive pas. Et voilà, c'est ça. Mais bizarrement, quand c'est Matthew McConaughey qui le fait, à un moment, la détresse, le moment où il craque, quand il doit se démener avec tout ça, il y a quelque chose où vraiment on se dit mais vraiment le pauvre. Oui, parce qu'il le joue bien. Ouais. Mais alors, ça veut pas dire que Mark Ruffalo ou Kate Winslet le faisaient pas bien. Non, il le faisait très bien aussi. Ouais. Mais là, il y a vraiment un moment où il est tout seul au volant, où il y a son ex-femme qui vient de lui raccrocher au nez, enfin je sais plus quoi. Et là, il y a ce moment où on a vraiment envie de lui passer la main dans le dos en lui disant allez, grand. Ouais. C'est dur là, c'est vrai que là, courage. T'en as beaucoup là. Et c'est marrant parce qu'il y a même une tentative à un moment de se mettre à psychologiser les enfants qui sont dans le bus pour qu'on en détache certains et qu'on s'attache plus à certains d'entre eux qu'à d'autres et tout. Mais très vite, j'ai l'impression que très vite, le scénariste, il a compris que, au fait, des enfants dans un bus, c'est quand même une masse de petits êtres humains qui sont là. Donc, quand est-ce qu'on arrive et j'ai envie de faire pipi et je veux ma maman et j'ai peur et tout ça. Donc, assez vite, il lâche l'affaire. Il dit, c'est la panique et puis voilà, quoi. Moi, je voulais vous poser une question. C'était de savoir, est-ce que vous pensez que le fait de savoir que c'est une histoire vraie, même si chaque détail est romancé, accentué peut-être, etc. J'ai pas lu le livre dont c'est tiré. Est-ce que vous pensez que le fait d'être tiré d'une histoire vraie, ça change la façon dont vous avez regardé ça en vous disant vraiment, c'est vraiment arrivé, la vitesse de propagation, la panique générale, les embouteillages pour les gens qui fuient, ce genre de truc. Vous vous êtes dit, c'est vraiment un truc, vous êtes projeté ou vous êtes plutôt resté dans le divertissement Alors moi je me suis projeté parce qu'à un moment donné justement il y a des plans, notamment les plans de l'équipe de secours en dehors des flammes, l'équipe des pompiers. Il y a un switch dans l'étalonnage et dans la façon de filmer qui fait très documentaire. À un moment donné, il y a des images d'archives. En plus des images d'archives, je parle vraiment des scènes fictionnées de l'équipe en train de réfléchir dans leur camp de base. Il y a des images qui sont un petit peu étalonnées de façon documentaire. La caméra est un petit peu plus loin, un petit peu plus. La caméra prend un peu plus de recul et on a un peu ce côté un peu documentaire. Donc, moi, je me suis un peu projeté. J'ai vraiment déjà eu peur pour ces gens-là quand même. Après, le truc, c'est que moi, je suis quand même rentré très vite dans la fiction parce que j'ai vu beaucoup les tropes en fait, notamment de création de personnages de Matthew McConaughey, notamment qui un truc classique où en fait, au début, c'est surtout la figure paternelle qui est un peu faillie dans sa tâche et après on le retrouve qui s'occupe des enfants à la place de la maîtresse. En fait, du coup là il y a un peu cette envie de se racheter. Ça m'a fait penser au professeur Alan Grant dans Jurassic Park qui déteste les enfants et qui après commence à s'occuper un petit peu du petit Timmy. Là c'est pareil, là il y a une nécessité qui fait qu'il y a quelque chose en lui qui revient. Donc en fait il y a un peu c'est des écritures qui me font plus du coup aller encore plus dans la fiction.
Mais par contre, je trouve l'écriture était très efficace, la manière de faire arriver le feu petit à petit. Parce que voilà, c'est vraiment comment ce truc est arrivé. Donc je pense qu'il a romancé un petit peu, mais je pense qu'on est quand même pas loin de la vérité sur quelles sont les conditions qui ont été réunies pour que un petit feu il l'appelle d'ailleurs un petit peu feu de brousse, quoi, limite un feu de brousse. D'ailleurs j'ai une blague là-dessus, c'est qu'en fait c'est marrant que Paul Greengrass il a fait un film où l'herbe n'est pas verte du tout. En fait. Voilà. Donc je l'ai placé. Donc, Bravo. Tu pourras rajouter un petit bruit de cymbale. Donc voilà, du coup, écriture très très efficace pour nous plonger vraiment au cœur de ces flammes. Et puis je suis content qu'il y ait une toute petite dimension sociale quand même dans ce film, parce que c'est pas souvent que le cinéma, surtout le cinéma hollywoodien, comme ça, se pose 2 secondes pour dire la réalité du job de chauffeur de bus scolaire, c'est quoi ? Et on voit pas souvent des films qui sont qui te disent ouais mais attends, ton chauffeur de bus scolaire en fait lui-même il a des problèmes, il a une vie et probablement il a pris ce job parce que c'est pas le job du siècle quoi. Mais il a besoin d'argent assez vite et de faire des heures sup et tout ça quoi. Oui, puis la responsabilité collective du transport d'enfants, il y a ça, c'est ce moment de renoncement. Est-ce que je m'occupe de moi et de mes proches ou est-ce que si je le fais pas, personne le fait là. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Mais tu vois ta question sur est-ce que ça m'a fait réaliser des trucs sur cet événement en particulier. Bon, le fait, la vitesse de propagation d'un feu de forêt, surtout dans ces endroits-là, je m'en doutais un petit peu. Et mais puis là, le vent. Ouais, le vent, ouais, bien sûr. Mais et même l'évacuation de milliers de personnes et les embouteillages. Puis là où ça a pris feu aussi, c'était inaccessible. Moi, 2-3 trucs dont je me rendais absolument pas compte, enfin que je me suis même pas formulé dans ma tête, c'est alors déjà c'est les pillards. Ça, à chaque fois. On voit des pillards qui profitent du feu de forêt pour aller voler les gens, quoi. Les magasins, etc. Je me dis, mais vous voulez pas sauver votre peau avant d'aller voler des trucs, quoi. Il y a aussi une scène très très flippante. Moi, ça m'a terrorisé où il y a un pompier qui essaye de sauver quelques personnes, une poignée de personnes qui sont vraiment les premiers pris dans la fournaise. Et dans une sorte de réaction un petit peu automatique, il leur dit d'aller dans l'eau. Et en fait, c'est tellement chaud qu'ils se mettent à bouillir, les mecs. Et là, je me suis dit, aïe, c'est pas vrai. Ça s'appelle The Lost Bus, un film qui rend hommage aussi aux victimes en expliquant tous les conséquences et les bilans de la catastrophe, hein, à qui, après enquête, qui a été inquiété, qui a dû payer les pots cassés, etc. etc. 85 morts, hein, mine de rien. Ouais. Donc voilà, The Lost Bus, on vous le conseille vivement si vous aimez les films catastrophes, mais pas que, hein, parce que comme tu le disais Gauthier, c'est aussi un film social. Il y a pas mal on se prend en affection assez vite pour tous ces personnages, même si ça fait un peu huis clos. Il y a quand même quelque chose d'assez collectif de la construction des organisations humaines, quoi. Ouais, c'est hyper haletant. Moi, je l'ai lancé à minuit et je me le suis enquillé d'une traite. Et j'en profite pour remercier nos interlocuteurs de chez Apple TV Plus et même Mathieu Ray en particulier, qui s'est décarcassé en plein milieu de la nuit pour nous offrir des accès en urgence. Donc, big up. Merci à tous les deux. Je rappelle donc The Lost Bus, c'est disponible sur Apple TV Plus depuis aujourd'hui, le 3 octobre. Donc allez-y, foncez-y. C'est le conseil de la semaine de Originals. Et Gauthier, tant que t'es debout, tu souhaites faire un mea culpa, c'est ce que tu disais. T'avais envie de mettre les pieds dans le plat. On écoute ça tout de suite. Et la grande question, c'est de savoir vers où tu veux nous amener en Corée de ce que tu disais. Ouais. Faut dire les vrais trucs. Faut dire les vrais trucs et faut même dire les vrais trucs sur soi. Faut débunker sur soi-même. Quand on se trompe, faut savoir le dire. J'avais vu K-pop Demon Hunter, effectivement, pour la science. Mais je l'avais vu surtout parce que mon fils, qui va avoir 7 ans, raffole de ça en ce moment. Et bon, un enfant, quand c'est dans la répétition, ça peut l'être pendant très très longtemps. Il raffole de quoi ? De K-pop ou de Demon Hunter ? De K-pop Demon Hunter en particulier. Donc il le regarde dans sa version normale, il le regarde dans sa version karaoké, il le regarde encore et encore et encore. Et une fois, je l'avais regardé en VF par-dessus son épaule, donc pour la science. Et à la fin de ça, je m'étais dit, bon... Voilà, des groupes de K-pop qui font des bagarres et qui chantent pour
pour emprisonner les démons et tout, avec des chansons qui me sortent par les trous de nez. C'est pas du tout pour moi, j'y comprends rien et tout. Et pour une raison qui m'est un petit peu étrangère, et je sais pas trop pourquoi il a eu cette intuition-là, mais c'était une très très bonne intuition. Mon fils m'a dit, moi j'aimerais bien que tu le regardes quand même en te concentrant un petit peu, donc que tu prennes du temps pour le regarder et tout. Et au début j'étais gars, la vie est trop courte pour faire des choses pareilles, donc me fais pas ça, quoi. Et il se trouve que il y a eu une nuit. Il se trouve que t'aimes ton enfant. Voilà. Il se trouve que j'aime mon enfant quand même. Et puis il y a eu une nuit où je me suis dit, écoute, souviens-toi quand toi-même tu étais enfant ou ado et que tu demandais à tes parents d'écouter de la musique que t'aimais bien ou de voir des films qui t'avaient fait un truc et que eux ils étaient là genre oh non trop saoulant, et que du coup ils sont restés toute leur vie un peu sur une autre planète que la tienne, quoi, où ils comprenaient pas des trucs qui te plaisaient. Voilà, là, ton enfant, il est en train de te faire la même chose, il est en train de te dire, il y a ce truc-là qui me bouleverse un petit peu, est-ce que tu voudrais pas y jeter un œil un petit peu, juste qu'on puisse avoir des conversations où on est sur la même longueur d'onde quand on en parle. Donc je me suis dit, allez, là, t'es pas obligé de te le faire en VF, fais-le toi en VO. Enfin, la VO qui se trouve être... Il n'y a pas de version coréenne qui est proposée sur Netflix, il y a une version anglaise. La version la version de référence est la version anglaise. Donc je me suis fait ça en version anglaise. Et j'ai découvert que, il y avait tout ce que j'y avais déjà vu, c'est-à-dire un truc un peu de mythologie coréenne avec des démons et tout ça qui m'intéresse pas follement, des trucs un peu de shonen avec des combats et tout, ça m'intéresse pas follement non plus. Et les chansons, je les avais bien entendues, effectivement. Ça te reste dans le crâne, en plus, c'est pénible. Je crois que dans mon oreillette, on me dit que c'est fait pour. Ouais. Mais autour de ça, il y a quand même un film d'animation déjà très compétent, une très très belle animation, c'est très joli à regarder. Je plus sois aussi parce que c'est drôle. C'est un film assez drôle, c'est un film à l'humour assez fin. Assez fin. C'est pas d'une élégance folle, mais les blagues tombent juste, si tu veux. C'est pas des blagues pour enfants. La rythmique fonctionne. Ouais, le timing comique est assez cool. J'ai bien ri devant. Et puis surtout, c'est un film sur donc des chanteuses de K-pop qui, pour des raisons que vous passe, sont responsables d'éliminer les démons de ce monde. Donc c'est les gentils contre les méchants, et évidemment les démons vont avoir l'idée maléfique d'envoyer un groupe de K-pop de garçons. Donc ce sont des démons cachés dans un groupe de K-pop masculin, et c'est la rivalité entre les filles contre les garçons, entre les gentils contre les méchants et tout ça. Mais tout le film passe son temps à dire oui, mais les gentils, ils sont gentils parce qu'ils ont un peu la certitude d'être gentils, mais ils se remettent pas beaucoup en question. Peut-être que être un peu démon, c'est s'ouvrir l'esprit aussi un petit peu. Et chez les démons, il y en a un qui était gentil avant d'être démon, et donc il s'ouvre l'esprit lui aussi, il ne reste pas que démon et tout ça. Et peut-être que la vérité est un petit peu de s'ouvrir l'esprit et d'être entre les deux et de ne pas être radical dans sa tête. Et là, j'ai repensé à mon petit garçon et je me suis dit, j'étais une tête de con avant. Je ne m'ouvrais pas l'esprit. J'étais là à me dire ces trucs de baston avec des chansons de K-pop et tout, je m'en fous. Là, mon petit garçon, il m'a forcé, il m'a mis dos au mur et il m'a dit papa, ouvre-toi l'esprit, arrête d'être un vieux con, regarde un petit peu ce que je regarde. Et voilà, et après on pourra communiquer. Et justement, le lendemain, je suis allé le chercher à l'école et je lui ai dit j'ai vu K-pop Demon Hunter, j'ai regardé ça, ça m'a pas mal plu. Alors, c'est qui ton personnage préféré ? Il m'a dit moi j'aime bien celle qui fait du rap, j'aime bien le leader du groupe de garçons. Et moi je lui dis moi mon personnage préféré c'est le personnage du gros chat volant qui renverse les pots de fleurs et qui après essaye de les remettre debout et tout ça. Et il était là, ah oui c'est vrai qu'il est cool celui-là, c'est une sorte de gros chat à la Miyazaki qu'il y a dans le film. Tout ça finalement non seulement crée un petit peu de poétique en moi, et surtout crée du lien entre moi et mon fils, et on peut pas rêver mieux. Donc quand vous êtes sûr de pas avoir aimé un truc, mais qu'il y a la progéniture qui vous dit mais si, au lieu de rester sur vos certitudes, faites-vous un coup de K-pop Demon Hunter, et puis ça va peut-être vous ouvrir un petit peu le cerveau. Merci beaucoup Gauthier. Ouais, et écoutez Aya Nakamura. Oui, absolument.
Merci beaucoup Gauthier, je crois qu'on n'a rien à rajouter là-dessus cette fois, d'autant plus que c'est en même temps un petit peu personnel. Je vous propose de passer directement à l'agenda. Et cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 29 septembre et le 5 octobre qui ont retenu mon attention. Et pour une fois, on va parler quasiment que de films. Trop bien. Pas trop de séries. Pourquoi ? Parce que le hasard du calendrier fait qu'il y a beaucoup de films qui arrivent. Mais c'est bien aussi, comme ça, on prend 2h20, on peut en discuter après. C'est Et très ça bien. va plus vite que de s'envoyer 25 épisodes de 2 heures. Alors, ça commence par le nouveau film de Shane Black avec Mark Wahlberg. Ça s'appelle Play Dirty. C'est disponible sur Prime Video depuis le 1er octobre. Voilà, Shane Black, on le connaît pour... toujours ce genre de cinéma un peu cynique et pince sans rire, cette écriture un peu piquante avec des dialogues vifs, des scènes d'action un peu stylisées, et c'est exactement ce qui est prévu. En tout cas, c'est comme ça que Prime vend ce film. C'est un thriller, ce qu'on appelle un heist movie, donc un film de braquage. Ouais. Comme Ocean's Eleven ou ce genre de trucs, avec des rebondissements, du conflit, de la loyauté, tout ce genre de choses. Le pitch, c'est quoi ? Le scénario, c'est que Parker, c'est un voleur expérimenté et il monte le plus ambitieux des braquages de toute sa life, de toute sa vie. Et il recrute une équipe de complices pour mener cette affaire. Et en fait, le plan, vous vous en doutez, il tourne mal parce que le casse, il les place en conflit avec la mafia de New York, mais aussi un dictateur sud-américain et l'un des hommes les plus riches du monde qui justement se retrouve un petit peu lésé dans l'histoire. C'est donc joué par Mark Wahlberg et c'est disponible sur Prime Video. Ouais, on rappelle que Shane Black quand même était un scénariste à la base, scénariste de Predator et de L'Arme Fatale, il me semble. Oui, L'Arme Fatale. Ouais. Spécialisé dans le buddy movie, et ensuite il s'est mis lui-même à la réalisation. Je pense que mon film préféré de Shane Black s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, celui-là qui a donné presque son nom au site de participatif. Oui, absolument. Et puis ensuite, il a fait deux ou trois autres trucs que je trouve assez compétents, comme un film avec Ryan Gosling et Russell Crowe qui s'appelait Nice Guys. The Nice Guys, bravo, mais heureusement que t'es là, je l'aurais jamais retrouvé. Mais c'était vraiment, je trouve, son dernier coup d'éclat à Shane Black. Il a parfois fait des trucs qui étaient moins bons. Il est parti sur un Predator aussi. Ouais, voilà. Je voulais pas en parler, mais bon, tu m'y obliges. Il a fait Iron Man 3 aussi. Oui, il a fait que Iron Man 3, j'ai beaucoup aimé aussi, Iron Man 3 d'ailleurs. Mais il y a toujours ce côté buddy movie, du coup Iron Man qui est copain avec un enfant là. Ouais. J'aimais beaucoup celui-là. Donc voilà, Shane Black, c'est suffisant pour moi pour que je me dise s'il y a son nom, je regarde. Play Dirty sur Prime Video. Depuis le 1er octobre, sur Paramount+, un autre film, alors un tout autre registre. Et là, je dirais même que c'est un film qui a été fait par des gens qui ont beaucoup aimé Les Évadés. Ça s'appelle, alors attention, toute proportion gardée, même si moi je suis pas un grand fan, c'est un film qui est ultra révéré. Ouais. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Mais c'est comme ça. Ouais. Donc ça s'appelle Marmalade, c'est disponible sur Paramount+. Et voilà, c'est un film de plusieurs genres, entre drame, romance, crime et thriller. L'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un personnage qui est en prison et qui se lie d'amitié avec son compagnon de cellule. Et ce compagnon, il a une solide expérience en tentative d'évasion, figurez-vous. Et ensemble, ils envisagent un plan pour s'évader. Et du coup, tout le film est ponctué par les histoires de Baron, du personnage principal, qui se remémore sa vie avant la prison et comment il avait rencontré l'amour de sa vie, une nana qui s'appelle Marmalade, qui donne son nom au film, et comment ils se sont lancés dans un braquage de banque façon Bonnie and Clyde. Vous voyez les liens avec des évadés, hein, non, mais bien sûr. Je voulais rebondir en vous disant que vous savez que je crois que c'est toujours le cas depuis 15 ou 20 ans. Les Évadés est répertorié sur IMDb comme le meilleur film, le plus grand film de tous les temps. Ouais. Avec Citizen Kane et je sais plus que le troisième. Non, le deuxième c'est le Parrain 2 et le troisième c'est le Parrain 1, je crois, ou un truc comme ça, tu vois. Mais devant, en premier, il y a Les Évadés. Pourquoi diantre ? Mais bon, voilà. Sinon, je vous amène sur Netflix pour finir avec un film qui s'appelle Steve. Alors pourquoi on s'intéresse à Steve, qui sort aujourd'hui d'ailleurs ? Tout simplement parce qu'il y a Cillian Murphy dedans. C'est ça, alors déjà, si on a Oppenheimer dans un film, on regarde. Donc Cillian Murphy, qui est directeur d'un établissement pour garçons en difficulté, et c'est un film dramatique qui est réalisé par Tim Mielens.
Et donc c'est l'histoire dans les années 90 de ce collège-internat de dernier recours pour les élèves vraiment en perdition. Et donc c'est un drame psychologique et social qui va s'intéresser autant aux failles du corps enseignant que ce qui a amené ces élèves à être vraiment en décrochage. Donc voilà, on suit à la fois un élève en particulier et le directeur. Et tout le film se passe en vraiment une courte durée réelle dans l'histoire du film. C'est une journée entière. Okay. C'est juste une journée dans la vie de cette école. Ok, ça me rassure, je pensais que ça partait sur encore un énième biopic de Steve Jobs. Moi. Non, ça s'appelle Steve, mais il n'y a pas d'autre lien. Et sinon, on va en parler, mais très rapidement. Ça sort le 3 octobre aussi, c'est aujourd'hui. Pourquoi on en parle rapidement ? Parce que ça va être le sujet de notre émission à venir. C'est la saison 3 de Monstres, avec l'histoire de Ed Gein. On vous encourage à le regarder, puisqu'on va en parler en long, en large et en travers dans le gros plan de la semaine prochaine. Juste pour vous rappeler, c'est qu'avant Psychose, avant Le Silence des agneaux, avant Massacre à la tronçonneuse, avant tout ça, il y a eu le serial killer à l'origine presque des serial killers, Ed Gein. Voilà, Monstre. Il y avait eu une saison 1 sur Jeffrey Dahmer. On a eu une saison 2 sur les frères Menendez. Les frères Menendez, qui avait été justement un des sujets de l'original en saison 1. Et voilà, là on parle de Ed Gein. Donc c'est à la fois ce tueur en série, voleur de tombes, dans les années 50, qui a commis des actes de profanation de cadavres, de mutilation, qui a utilisé des parties de corps humains pour fabriquer des objets de décoration. Et la série, ce qu'on nous en a dit, c'est qu'elle devrait explorer la relation entre ce personnage et sa mère, évidemment, Augusta, qui a joué un rôle déterminant dans la psychologie du serial killer. Voilà, on s'attend vraiment à quelque chose d'assez costaud. C'est Charlie Hunnam qui prête ses traits à Ed Gein. Et c'est toujours Ryan Murphy qui est derrière. Ouais, je pense que ça va être énorme. On va essayer de se binger ça et de se l'enquiller en entier pendant la semaine pour pouvoir en parler de manière complète la semaine prochaine. Malheureusement, comme tous nos confrères, on n'a pas eu de screener là-dessus, donc on aurait voulu en parler pour être pile à l'heure cette émission-là. Et finalement, on va vivre cette temporalité-là à la même vitesse que vous et on en parlera la semaine prochaine quand on l'aura terminé. Sinon, en vrac, on retrouve chez Netflix toujours la saison 2 de la nouvelle adaptation de Ranma 1/2 en dessin animé. Et c'est un conseil Manro, je vous le conseille vraiment. C'est hyper en avance sur son temps. C'est un manga qui date des années 80 et qui questionnait déjà les différences de genre. Ouais. Et c'est vraiment bien fait. Et pour les amateurs de flibusterie, sur HBO Max, petit flibustier, l'intégrale de la série Black Sails, saison 1 à saison 6. C'est une adaptation de L'île au trésor. Et passer une saison 1 un petit peu poussive, on arrive dans quelque chose qui vaut vraiment le détour à partir de la saison 2. Donc voilà, Black Sails aussi est disponible sur HBO Max cette semaine. Et ce sera tout au niveau des sorties. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va arrêter notre émission. Aujourd'hui, c'était Originals saison 2, épisode 5. Déjà. On remercie bien évidemment notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Ouais, merci les copains. On remercie Magic Andou qui est autour de la table et qui va faire un petit montage et nous faire la magie pour que aujourd'hui, vous ayez cet épisode. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut tout le monde. Ciao.